Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un format spécial, un format totalement dédié à une grande figure de l'histoire économique et politique de l'Algérie, une grande figure disparue cette semaine. Il s'agit de Bled Abdeslam, ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie et ancien Premier ministre entre 1992 et 1992, disparu il y a 3 jours dans le contexte un peu particulier de la crise sanitaire. Il faut dire que les médias et d'une manière générale, ses amis n'ont pas pu lui rendre l'hommage qu'il mérite. Évidemment, Bled Abdeslam étant une grande figure, il peut être aussi une figure qui divise et qui partage, mais son empreinte sur l'histoire du pays, sur l'histoire industrielle et économique du pays est tellement forte qu'on ne pouvait pas, à Radio M, ne pas en traiter en particulier et puis essayer de refaire connaître pour les générations plus jeunes quelle était l'importance de Bled Abdeslam dans l'histoire de ce pays. On verra tout au long de cette émission, de ce numéro tout à fait spécial de l'invité du direct, combien cet hommage est nécessaire parce qu'il fait partie de ce que ce pays a pu peut-être faire de plus important depuis l'indépendance. Alors pour en parler, évidemment, nous avons choisi de réunir sur le plateau de Radio M ce matin des personnalités qui ont connu de près Bled Abdeslam et peut-être pour commencer, Monsieur Nordin Aout-Laoucine, ex-cadre de Sonatrach, compagnon de route de Bled Abdeslam, ancien ministre de l'Énergie, aujourd'hui expert international en pétrole, basé en Suisse. Nordin Aout-Laoucine, bonjour et bienvenue sur Radio M. Bonjour et merci de me donner l'occasion de parler de ce grand homme. C'était la moindre des choses que de faire cela. Reda Amrani, merci de nous avoir permis d'avoir Nordin Aout-Laoucine avec nous. Reda Amrani, qui est plus familier, plus connu du public de Radio M, un des 2 experts permanents du Café des experts économiques et qui, en tant qu'expert en industrie, a aussi fréquenté Bled Abdeslam au ministère de l'Industrie dans les belles années de l'industrie. Merci de nous donner l'occasion de rendre hommage à un immense homme, un grand personnage, un grand patriote. Alors, évidemment, il y a... alors, je devrais ajouter, peut-être pour être complet, que moi-même, j'ai fréquenté et j'ai, je pense, pouvoir considérer que j'ai pu être l'ami à un moment donné dans l'histoire politique de ce pays, de Bled Abdeslam. C'était avant qu'il devienne chef du gouvernement en 1992. Il était question beaucoup de la polémique à ce moment-là sur le gaz algérien, sur les livres qu'il avait sortis avec El-Kenz Ibn Noun, le hasard et l'histoire, et le livre sur le gaz algérien qui était un livre polémique sur la politique gazière suivie par l'Algérie après son départ. J'aurai donc peut-être moi aussi mon petit grain à apporter dans ce débat. Nordin Aout-Laoucine, Reda Amrani, quels sont peut-être les Algériens ne connaissent pas, ça remonte à longtemps. On peut rappeler que Bled Abdeslam est décédé il y a 4 jours à l'âge de 92 ans. Il est né en 1928 à Nkibira. Et donc il y a quand même de nombreuses années où on a cessé de parler de lui. Quels sont les souvenirs qui vous sont venus en surface spontanément quand vous avez appris son décès, Nordin Aout-Laoucine? Tout d'abord, moi je suis bien content que Reda Amrani fasse partie de cette discussion parce qu'il a vécu beaucoup plus longtemps que moi en Algérie, qu'il a été beaucoup plus proche de la situation du pays. Moi, bien entendu, je suis resté en contact très proche avec ce qui se passe dans le pays, mais je n'ai pas suivi dans ces détours les derniers développements qui se passent chez nous. Je suis bien content que Reda Amrani soit là pour compléter un petit peu cette partie que je connais moins bien que lui, notamment l'œuvre de M. Abdeslam en matière d'industrialisation du pays. Que dire en quelques mots ce que j'ai ressenti? Lorsque je pense au frère Bled Abdeslam, que j'ai eu le triple bonheur de connaître, de travailler avec lui et de figurer parmi ses amis jusqu'à pratiquement son dernier souffle,
Je l'ai vu en février dernier. Les mots qui me viennent à l'esprit et qui ont le plus marqué sa personnalité dans nos rapports sont reconnaissance, engagement et détermination, modestie et simplicité, de même que sollicitude et fidélité. Reconnaissance d'abord parce qu'il était un des premiers responsables de l'UGEMA qui ont organisé et assuré mon parcours universitaire aux USA. J'ai en effet été recruté aux USA, juste après l'indépendance, mon simple géologue, pour rejoindre l'organisme saharien, alors présidé par Lamine Khan, organisme qui avait été... Que nous saluons et qui est toujours parmi nous, que l'Aïtoul fait Amro. Et cet organisme qui avait été créé dans le cadre des accords d'Évian pour gérer conjointement avec le gouvernement français notre patrimoine pétrolier. Donc il est tout à fait normal que je commence par une reconnaissance au grand homme. Ensuite, engagement et détermination, parce qu'il a consacré toute sa vie à la libération de sa patrie et au développement de l'économie nationale avec constance et acharnement. Certains diront, selon le cas, qu'il était têtu, opiniâtre. On en reparlera. Modestie et simplicité, ensuite, parce qu'il a toujours mené une vie simple et austère. Belride ne cherchait pas les honneurs et agissait sans condescendance ni pédanterie. Et enfin, sollicitude et fidélité, parce qu'il a toujours cherché à protéger ses collaborateurs, y compris ceux qui, comme moi, ont été souvent sermonnés. Pendant la période difficile que j'ai vécue après son éloignement en 1980, suite au décès du président Boumedienne, il n'a pas été en mesure, à son grand regret, de s'opposer à mon licenciement de la Sonatrach, quand bien même il était à l'époque membre du bureau politique et président de la commission des affaires économiques du comité central. Dans une lettre au président Chadli, il disait, et ça je le cite, il m'a envoyé copie de cette lettre, voilà ce qu'il disait: « Je déplore vivement que des cadres qui ont travaillé durant des années dans les organismes de l'État soient amenés à quitter le pays. Mais à tous les anciens collaborateurs venus me faire leurs adieux, au moment où ils ont quitté leurs fonctions, je n'ai pu qu'exprimer mes vifs regrets de les voir éloignés de l'œuvre à laquelle ils se sont dévoués. » Fin de citation. Voilà ce que je tenais à dire brièvement sur le personnage, son parcours et les valeurs qu'il incarnait. Un homme d'État qui, sur le plan international, savait se faire écouter et se faire respecter, et qui, chez nous, comme vous l'avez dit, a souvent fait l'objet de propos, à mon avis, malveillants. Nous aurons peut-être l'occasion, plus tard, de revenir sur certaines de ces grandioses réalisations qui ont été édifiées sous sa direction, et pas mal d'autres collaborateurs qui sont probablement évoqués dans notre discussion. Bien sûr, monsieur Aït Laoussine. Reda Amrani, vous avez rejoint le ministère de l'Industrie un peu plus tard quand même. Oui, en 72, fin 60, début 73. Fin 72, j'ai été recruté, j'ai rejoint le début. Quand les prix du pétrole se sont élevés? Non, pas tellement à l'époque. Non, pas avant la crise du pétrole. Avant la crise. J'étais en pleine réunion à l'époque, on se réunissait sur les programmes de planification de Sonarem en octobre 73, où en même temps qu'il suivait, il avait au téléphone les problèmes d'alimentation en pétrole, il fallait détourner des pétroliers vers la Syrie pour approvisionner la Syrie en essence. On était présents en pleine réunion, il s'occupait de ça au téléphone aussi. Non, et à ce moment-là, j'imagine que c'est déjà, il y avait le prestige des nationalisations. Quand vous arrivez au ministère, c'est déjà une grande figure. Il avait la confiance du président Boumedienne.
c'était la grande période du développement industriel et économique du pays. C'est extraordinaire. Quand on revoit en si peu de temps ce qui a été fait, il y a la partie formation. La nouvelle génération ne le sait pas. Les grands instituts, l'Institut du pétrole, l'IAP, l'Institut du textile, l'Institut des industries légères, l'INGM, l'Institut de génie mécanique, l'INELEC, où on enseignait en anglais à Boumerdas, l'INMA, à Naba, où on enseignait les mines et la métallurgie. Donc tous ces grands instituts, les grandes entreprises d'engineering, l'INPED, où on enseignait la gestion et la planification. Donc il y a tout ce le premier contrat, Nordin et Hussein peut le dire, avec JCB, les Anglais, toute une fournée d'ingénieurs envoyés en formation en Angleterre, les formations en Russie, en URSS à l'époque. Donc il y avait un programme de formation extraordinaire. Tout cela, les jeunes, la nouvelle génération ne le sait pas. Donc, il y avait la constitution des sociétés nationales et il a utilisé les jeunes ingénieurs qu'il avait envoyés pendant qu'il était au GPRA. Il utilisait les anciens moudjahid qui avaient fait des études, plus les nouveaux ingénieurs qui rentraient de Russie, de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de tous ces pays de l'Est qu'il avait envoyés en 58, 59, 60 en formation, d'Allemagne de l'Est aussi. Donc tous ces gens-là ont été les chefs de projet à Sonatrach, à CNS, à Sonacom, donc toutes les grandes sociétés. Est-ce que c'est le fruit juste d'un ijtihad personnel de Bled Abdeslam, ou est-ce que c'était une vision collective que de former, que de se projeter dans l'avenir, voilà, de faire confiance aux jeunes? Ce n'était pas le hasard. Il n'y avait pas le choix à l'époque. Ce n'était pas le hasard, c'était planifié, étudié, c'était un grand bonhomme. Et il s'entourait de très hautes compétences. Il s'entourait. Yassine, c'est un polytechnicien. Et il a négocié avec Boumediene son retrait de l'ANP. Et Boumediene a difficilement lâché Yassine pour qu'il fasse la sidérurgie. Rosalie, c'est les ponts et chaussées. Khouani, un grand monsieur qu'on oublie aujourd'hui. C'était un grand licencié en mathématiques. C'était un monsieur lui aussi. Et j'en passe. Enfin, c'est. Aït Laoussine, vous étiez un peu la Dream Team finalement à l'époque de Bled Abdeslam. Ah oui, effectivement. Je faisais partie de la Dream Team. Donc, il y avait des grands hommes, mais il y avait une démarche structurée, une démarche planifiée. On avait des groupes de planification par branche, on avait des hypothèses. Je vous donne une hypothèse. Une fois, Boubker Belkaïd me dit, Arreda, dis-moi, cette histoire de 100 000 logements, l'option 100 000 logements en 1980, on m'en parle, toi qui a l'industrie, dis-moi d'où ça vient. Je lui dis, c'est simple. Le recensement de 66 donnait en 1980 240 000 jeunes qui arrivaient dans le marché de l'emploi et dans le marché de la consommation, qui avaient entre 20 et 25 ans. Il faut 100 000 donc, logements. Il fallait 240 000 jeunes. Donc, il y a 120 000 couples qui se constituent. 20 000 habitent le parc de logements existant. Les 100 000 autres, il leur faut construire des logements. À partir des 100 000 logements, on a déroulé en planification tous les besoins en ciment, matériaux de construction, équipement des ménages et même le mode d'habillement, Donc, et sur ça, on a déroulé tout un programme de planification. Il y avait la planification avec Bled Abdeslam, il y avait des groupes extraordinaire, mais avec des hypothèses solides qui étaient données par le secrétariat d'État de planification et par la Banque d'Algérie, la Banque centrale. Et donc, on avait les projets de FBCF, formation brute de capital fixe, on avait les projets de croissance, et par secteur, on déroulait ça, qu'est-ce que ça allait donner comme besoin, qu'est-ce qu'il y avait comme déficit en équipement et tout, et donc on reconstituait ça en unité industrielle. C'est terrible. Il y avait encore autre chose en termes de planification, et j'en passe parce qu'il y a plein de choses. Oui, alors, Nordin Laoussine, vous m'avez dit hier qu'il était, en tant que jeune ingénieur dans l'équipe, quand vous travaillez sur un dossier que vous confiez Bled Abdeslam, la restitution était un moment toujours difficile et qu'il fallait se coltiner le rapport qu'on faisait au chef, ça pouvait être orageux. Souvent, c'était vous qui allez au feu. Oui. Écoutez,
je ne sais pas s'il faut appeler cela la Dream Team. Moi, j'ai beaucoup plus le souvenir d'une équipe qui était engagée dans des travaux forcés. C'est vrai qu'Abdeslam, quelquefois, nous sermonnait, mais la plupart du temps, quand on réfléchit bien, il avait raison parce que il demandait une application rigoureuse des décisions qui avaient été prises au niveau du parti politique. Il était très exigeant dans la qualité des rapports qu'on lui faisait. Et je dois dire que, contrairement à ce que l'on pense, que quelquefois certaines décisions ont été prises sur un coup de tête, tout était planifié. Et une des œuvres importantes de Belride et de tous les collaborateurs qui l'ont aidé dans cette tâche est un bon exemple. C'est la récupération des richesses nationales. Bah, c'est sûrement pas un coup de tête, ça. On va y consacrer un petit moment. Je voulais juste évoquer, peut-être pour justement donner une idée plus précise du personnage. Ceux de cette génération-là savent de lui qu'il était droit dans ses bottes, qu'il pouvait être un peu carré et têtu, ce qu'on lui concède volontiers, mais il pouvait être aussi très protecteur vis-à-vis de ses équipes. Vous me l'avez dit, Monsieur Etlaoussine, en préparation de cette émission. Je vais évoquer juste un souvenir personnel. Je me rappelle quand après avoir quitté les affaires en 93, je l'ai revu. Il m'avait parlé de cet épisode de la négociation autour de Rod el-Bagel pour la récupération secondaire avec l'américain Arco. Et il m'avait dit, j'ai pris soin de ne pas mettre la pression sur l'équipe de Sonatrach pour qu'elle négocie dans les meilleurs délais, alors qu'on avait besoin, on était au seuil du rééchelonnement, on avait besoin de signer des contrats et d'avoir de nouvelles liquidités. Et pour faire entrer Arco sur ce gisement, ils auraient payé, donc ça aurait fait de l'argent pour le Trésor. Il m'a dit, j'ai veillé à ne pas faire pression sur Sonatrach. Il était comme ça, Etlaoussine. Effectivement. Mais il nous donnait ses idées, il partageait sa conviction avec nous. Et en ce qui nous concernait, il a quelquefois évité, comme dans ce cas de Rod el-Bagel, d'avoir à imposer une solution quelconque à l'issue qu'il fallait donner à tel ou tel projet. Moi, j'ai trouvé qu'il était particulièrement avenant et on réfléchissait ensemble sur ce qu'il fallait faire. Il s'en tenait aux instructions qu'il avait reçues et il s'acharnait à réaliser les projets selon les normes qui avaient été convenues. Bagel, je ne me souviens pas très bien, mais je sais que effectivement c'était un gisement qui aurait pu produire davantage qu'il n'a produit en réalité. Mais à mon avis, la force du personnage, on la retrouve dans le fait que, alors qu'on pense que certains projets étaient le résultat d'un coup de tête, c'était planifié à l'avance. Alors, planifié, c'était pas toujours le fruit, qu'on s'entende bien, de la capacité d'ingénierie. On est à la fin des années 60, au début des années 70, pour l'essentiel de la mise en œuvre de cette politique. On s'est fait aider, notamment pour les industries industrialisantes Reda Amrani, avec Gustave de Bernis et le groupe de Grenoble. Il y a une vision, on peut la partager ou pas, mais il y a une vision qui ensuite est appropriée par les compétences, le management, la gouvernance économique algérienne. Les premières études avec Grenoble, le groupe Opéra, c'était en... J'entends pas, Joanne. Oui, on entend pas. Les premières études, si on veut, c'était avec le groupe Opéra et de Bernis, c'était agriculture et industrie. Déjà, qu'est-ce qu'il fallait comme produits industriels? Des machines, des produits phytosanitaires, des engrais, des bâtiments, des équipements de transport pour l'agriculture. Et donc, il y avait toute une... Et ça a donné les premiers grands projets de Sonacom, Simotra, les camions, le machinisme agricole, les engrais azotés, les engrais phosphatés, les produits phytosanitaires, donc les équipements de stockage. Donc, il y avait ça. Mais par la suite,
toutes les sociétés nationales étaient aidées par les grands groupes. On avait Booz Allen à SNS, on avait McKinsey, on avait Battelle Suisse, on avait Arthur de Little à la SN Metal. Donc la consommation des études était déjà une pratique à l'époque et c'était des études de qualité. C'était des études de stratégie avec les premiers de la classe, les meilleurs engineering du monde. Il avait un bureau d'avocats aux États-Unis, à New York, qui travaillait pour lui, qui lui a montré quels étaient les meilleurs pour chaque branche économique ou industrielle, les meilleurs dans le monde. Donc il n'y avait pas que ces grands Américains, il y avait aussi les Allemands, il y avait Ferrostal allemand, le bureau d'études de Ferrostal, il y avait David Ashley Moore en Angleterre. Pour la Sonarem, on avait mis Dravo pour faire Alrem, la société mixte Alrem. Donc pour l'engineering SNS, on avait Traction électricité belge. Donc on avait toutes ces assistances. Est-ce que Bled Abdeslam faisait toujours confiance aux résultats des études, de ces études-là, ou est-ce qu'il y avait une marge de mobilité, de changement? Bled Abdeslam avait un esprit critique très poussé. Il avait une capacité de travail extraordinaire et une mémoire prodigieuse. Et donc il nous disait, quand on lui présentait des dossiers, des synthèses et tout, et attention, si vous faites une faute d'orthographe ou une faute de syntaxe ou votre document n'est pas complet, il n'y a pas la synthèse et il n'y a pas les propositions, il ne fallait pas seulement conclure, il fallait aussi lui ouvrir les voies des propositions. Il était coléreux et il nous disait, attention, moi j'écoute des deux oreilles. Il n'écoute pas d'une seule oreille. Mais il était d'une loyauté, d'une protection envers ses cadres. Une anecdote, en juin 1974, je faisais tous les 3 mois mes réunions avec les chefs de projet de la SNS sur les programmes d'investissement. J'étais à Al-Hadja, il y avait un chef de projet, on appelait ça ingénieur d'affaires, qui avait la coquerie, la manutention coque, manutention charbon et le traitement du charbon des effluents pour le raffinage, pour obtenir le goudron et les produits chimiques. Il avait un projet, donc il gérait 180 milliards de centimes francs français à l'époque. J'ai dit à ce chef, donne-moi une copie de ta fiche de paye. Dans mon rapport de mission, j'ai mis ça et dans les pièces à consulter, j'ai mis voilà un chargé d'affaires qui pèse 180, j'ai écrit comme ça, qui pèse 180 milliards de francs français, centimes, quand il atterrit dans n'importe quel aérodrome en dehors d'Algérie. Et voilà sa fiche de paye. Eh bien, il a consulté Bourlien, il a appelé Liassine et il lui a dit, donc les chefs de projet, ces cadres, quand ils partent en mission, ce n'est pas les 60 dinars de frais de mission par jour, prise en charge, instruction à Sonatrach et à Expansial de le faire en sorte qu'il soit protégé. Et il leur a dit, attention, loger les voitures, ceci, cela, il faut qu'ils soient à l'aise, qu'ils s'occupent de leur projet. Voilà Bled Abdeslam. Il était hyper exigeant, mais il protégeait ses cadres, il les couvrait. Un mot quand même pour la partie capacité de travail. Moi, je sais, j'ai eu des retours sur cette capacité de travail, Nordin Ait Laoussine. Il fallait le suivre. Moi, je me rappelle quand il est revenu comme chef de gouvernement, il y a un collègue journaliste qui l'a suivi dans une mission dans le sud. Il est revenu rincé. Il m'a dit, c'est incroyable. Enfin, il avait déjà passé la soixantaine, Bled Abdeslam, et il faisait horriblement chaud. Enfin, il avait pris il était venu aux affaires en juillet, début juillet, après juillet 92. 92, après l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Et cet été-là, il y a eu un voyage dans le sud. Et il a travaillé non-stop pendant 48 heures. La délégation de journalistes qui était partie avec lui ne voulait plus repartir avec lui. Un mot sur cette capacité de travail, Nordin Ait Laoussine. Ouais, mais écoutez, l'époque que j'ai vécue le plus dans le cadre des responsabilités que j'ai eues, c'est-à-dire essentiellement des années 60-70, M. Abdeslam nous donnait un exemple extraordinaire en ce qui concerne sa capacité de travail. Il faut dire qu'à l'époque, il n'était pas encore marié. Et il passait tout son temps dans son bureau, dans cet immeuble. Même les week-ends, on voyait qu'il était là, parce qu'il y avait la lumière qu'on pouvait voir. Je me souviens qu'après des journées de grand labeur, on prenait, nous, ses collaborateurs, l'occasion de nous reposer un petit peu pendant le week-end. Et je me souviens que chaque fois que je rentrais après le week-end chez moi, j'étais
persuadé de recevoir un coup de fil de Blade. Et le coup de fil était le suivant. Warrak, Haous Abek, Wilkon. Alors je lui dis, Blade, c'était le week-end, je suis allé nager un petit peu. Il a dit, quand même, je n'arrive pas à vous joindre. Non, heureusement qu'il n'y avait pas le mobile à l'époque. Hein. Effectivement, j'étais persuadé chaque samedi soir qu'il allait m'appeler et chaque samedi soir, j'allais le retrouver. Bref, je voudrais quand même revenir à cette idée des conseillers qu'on a recrutés sur le plan international. Autant Blade avait confiance dans ses cadres et il en a donné l'illustration, autant il était persuadé qu'on avait besoin des grands cabinets conseils. J'ai été celui qui a accompagné Blade aux États-Unis pour son premier voyage là-bas. Ça a duré une dizaine de jours, au cours de laquelle nous avons recruté les meilleurs consultants qui existaient sur la planète, dans tous les domaines, que ce soit dans le droit, que ce soit dans le reservoir engineering, que ce soit dans la pétrochimie. On a vu tout le monde. Et par la suite, effectivement, la question s'était posée, ben, si tu recrutes tel conseiller, qu'est-ce qui se passe s'il se trompe? Alors il faut recruter un autre qui s'occupe des mêmes matières. Comment ça? Ben, on peut prendre pour chaque secteur d'activité... Écouter des deux oreilles. Écouter des deux oreilles, comme le disait Reda. Mais je me rappelle lui avoir posé la question, Blade, et si les deux conseillers qu'on recrute ne sont pas d'accord? Et sa réponse était, eh bien on prendra un troisième. Comme ça, on sera sûr de nos arrières. Effectivement, il a beaucoup fait appel aux consultants internationaux, mais je dois dire que ces gens-là avaient un respect extraordinaire pour lui-même. Chaque fois qu'on se réunissait avec ses conseillers, eh ben, Blade était là, il prenait des notes sur absolument tout ce qu'il disait. Et il ne se gênait pas, très souvent, de sermonner même les consultants internationaux qu'on avait recrutés. Voilà. Oui, c'est important, c'est important. Ça, c'est... Moi, enfin, mon point de vue, c'est que quand on a été au comité central du PPM-TLD en 1953 et qu'on a tenu le comité central à Belouizdad, enfin aujourd'hui Belouizdad, précédemment Belcourt, en 53, en principe, on a l'épaisseur pour faire face ensuite à un consultant aussi brillant soit-il, parce que les contextes historiques fabriquent quand même des figures d'une autre dimension. Alors, rester sur le tropisme américain, on va rester avec Nordin Aytlaoussine un moment sur le tropisme américain. Est-ce qu'on n'a pas à un moment donné, pour contrebalancer l'influence française, est-ce qu'on n'a pas été trop loin? C'est ce qui a été reproché ensuite après la disparition de Boumediene à la gestion de Blade Abslam. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans l'engagement sur le marché nord-américain et notamment avec le contrat El Paso, tout ce qui a été démantelé par la suite? Est-ce que c'était pas une prise de risque trop avec le recul maintenant, ou est-ce que ça se justifiait? Est-ce que c'était pas une prise de risque trop importante? Bon, il faut remettre cette décision dans le contexte de l'époque. Puisque vous parlez du problème d'El Paso et du gaz, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, les réserves de gaz chez nous étaient gérées par des sociétés étrangères qui n'avaient été incapables de placer le moindre mètre cube sur le marché européen. Et c'est d'ailleurs pour cela que bien avant la nationalisation des hydrocarbures en 71, nous sommes passés à travers une étape précoce en matière de gaz naturel, puisque nous avons décidé dès 1964 le GNL. de monopoliser l'exportation du gaz algérien dans tous les marchés. Oui. C'est parce que les sociétés françaises essentiellement, certaines américaines, mais essentiellement, s'étaient montrées incapables de placer le gaz algérien sur le marché le plus propice, le plus préférable pour nous, c'est-à-dire le marché européen,
où nous sommes allés pour trouver un marché aux États-Unis. Et on l'a trouvé, on l'avait trouvé. Et c'était un marché qui, bien qu'il était conclu à des conditions qui n'étaient pas très très favorables à l'époque, nous a quand même permis de nous lancer dans une grande échelle d'exportation de gaz algérien à travers le monde. Donc il ne faut pas penser que M. Abdeslam ou son équipe ont choisi les Américains parce qu'il y avait un droit de préférence quelconque ou un penchant particulier sur ce qui est américain. C'était une solution pragmatique. Il fallait vendre le gaz. Bel'id avait une conviction extraordinaire, même peut-être supérieure à celle de ses propres collaborateurs, sur l'avenir du gaz naturel. Et il ne s'est pas trompé. Et on a vu les résultats par la suite. Oui, on peut dire que de ce point de vue-là, il a été totalement visionnaire. Oui, j'avais un ami Khaladi qui avait fait Centrale et qui était spécialiste dans le nucléaire. Il est allé voir Abdeslam, il lui a dit, bon voilà, il faut qu'on travaille sur l'option nucléaire. Pas pour le refroidir ou là, mais pour affirmer que l'avenir de l'Algérie en énergie, c'est le gaz. Et nous sommes au tout début des années 70. Et Khaladi venait de rentrer de France, fièrement formé, après avoir fait Centrale, le nucléaire, le génie nucléaire et tout cela. C'était un brillant bonhomme. C'est le gaz naturel. Vous voyez ce que c'était? C'était un grand bonhomme sur le plan même de la vision stratégique. Et il avait ça, il était d'une... Mais il faut dire aussi, comme vient de le rappeler Nordin, il avait une capacité de travail inimaginable. Je vous assure, il était à 8 heures au bureau et nous, on travaillait. Il y avait des fois, à 10 heures du soir, on vérifiait qu'il était encore au bureau, on lui montait les paraffeurs. Et attention, pas une faute, des paraffeurs d'un travail, d'une précision et d'une qualité. Eh bien, le lendemain, à 8 heures, on arrivait, les paraffeurs descendaient. Il n'y a pas une note qu'on lui envoie qui n'était pas annotée, visée, des instructions signées, datées. Et il avait un secrétaire, Ali qui lui, dans un carnet, dans un registre, notait et ses instructions, la date et tout, et qui assurait le suivi, le rappel des instructions, où vous en êtes. Il avait des fiches de rappel. Vous voyez, donc il y avait un travail intense et d'une qualité supérieure, attention. Et il avait plusieurs conseillers. Et avec le plus grand ministre de la coopération soviétique, Skachkov, il a exigé de lui qu'il lui donne un très bon conseiller en sidérurgie. Eh bien, il lui a envoyé le ministre de la sidérurgie de l'Union soviétique, Bagoudine, comme conseiller. Et nous, on travaillait, moi j'ai appris beaucoup avec Bagoudine en termes de sidérurgie, qui me disait, la sidérurgie, c'est pas de la boulangerie, on fabrique pas de l'acier comme on fabrique du pain. Eh bien, ce grand ministre que Bel'id avait, il le mettait à notre disposition, on travaillait avec lui, on traitait les dossiers, les sujets les plus complexes, les plus difficiles. Et donc, vous voyez, il n'y avait pas seulement que les conseillers américains. Il y avait ces conseillers soviétiques aussi de très très haut niveau. Et il avait un grand projet avec les soviétiques. C'était le projet Semel, construction d'un complexe d'équipements mécaniques et électriques lourds. Et Skachkov lui dit en 1974, voilà, nous avons construit en Inde, en Bulgarie et en Chine de très grands complexes de fabrication de biens d'équipements lourds. On peut faire ça en Algérie. Il nous envoie une note, voyez avec les soviétiques. J'appelle à l'époque Slevinsky, on est en mai 1974, le conseiller économique. Je lui dis, voilà, le camarade Skachkov va donner des instructions, le camarade Bel'id Abdeslam va donner... Il faut qu'on se voit tout de suite, le plus rapidement possible pour le projet du complexe d'équipement. Eh bien, Slevinsky vient dans l'heure qui suit, c'était le numéro 2 de l'ambassade du RSS, et il vient dans l'heure qui suit avec, je me souviens, le patron de Promach Export, la plus grande boîte d'exportation d'équipements industriels soviétiques et qui était de passage à Alger. Sur ce, on discute du CML, on fait une fiche technique et tout. Et je la présente à Bel'id. J'appelle l'ambassadeur de l'Inde, c'était M. Rana, très deep, qui lui me dit, il n'y a pas seulement Ranchi et Dorgapur, il y a aussi le complexe de Madras, où on fabrique les équipements militaires qu'on a fait avec l'URSS. Donc je rappelle les 3 fiches, je fais les fiches du complexe d'Uralmash, le plus grand complexe soviétique. Je fais la fiche technique. Vous savez ce que me dit Bel'id? Qu'est-ce qu'il répond tout de suite?
Tout de suite, dans la journée, j'ai fait la fiche technique et tout ça. Il y a des équipes de Bechtel qui viennent de très haut niveau, qui sont disponibles. Prenez attache avec Bechtel. L'équipe de Bechtel... On passe des soviétiques aux américains. L'équipe de Bechtel qui venait de faire Jubail, les études de la nouvelle ville de Jubail en Arabie Saoudite, ville pétrochimique, ville industrielle, ville sidérurgique. Eh bien, 48 heures après, un bonhomme de Bechtel qui était en Arabie Saoudite, justement sur ce projet, descend à Alger et on fait le projet, l'étude du projet s'émêle avec les Américains et avec les Soviétiques, le même cahier des charges. Et je lui propose, il me dit, il faut faire une nouvelle ville sur les hauts plateaux, avec instruction de Boumediene. Et donc, je lui propose, je vous assure directement, hein, Msila, Tiaret, Gardaïa, le triangle. Je lui propose études de site, études de développement dans cette zone. Et ça tombe à Bourzoul. Tout de suite, il donne... non, c'est pas Bourzoul, c'est Birin. Birin, oui. C'est Birin, là où on a mis le site nucléaire. Et pourquoi on a mis Birin? Avec Yassine Boumediene meurt, plus personne ne voulait, il fallait prendre la décision pour terminer les études. J'ai dit à Yassine, on va faire comme Napoléon. Il me dit quoi? Je dis, on a pris une équerre, Alger. Le site de Birin, il était le plus proche au nord. Et donc, je lui dis, voilà, avec le TGV commençait à être réalisé en France. Je lui dis, avec un TGV, nous serons à 45 minutes du centre d'Alger. Il dit quoi? Je lui dis, puisqu'on construit pour des siècles la nouvelle ville, eh bien, on va construire comme en Italie, comme en Autriche, des tunnels, des ouvrages d'art. Pour passer l'hôtel. Directement. Et donc, on avait ce projet qui tenait à cœur à Bled Abslam, même lorsqu'il n'était plus ministre. Les années 80, les années 90. Les années 90, il n'y avait plus les moyens. Non, c'était pas une question de moyens, parce que ce projet-là, il fallait le réaliser. Et le site de Bourzoul, c'est une erreur, parce que le meilleur site, celui qui était un plateau, c'était pas de zone agricole, pas de zone ceci, c'était le meilleur. Bourzoul, c'est une cuvette. Alors, Nordin Aitlaoussine, sur l'épisode de l'Algérie à l'international, à travers notamment l'OPEP, les nationalisations ont donné un grand prestige à l'Algérie et à Sonatrach. Quand donc Bled Abslam siégeait à l'OPEP, on a tous vu le film dédié à Carlos et la prise d'otage de Vienne en 1973 et le rôle de Bled Abslam dans cette négociation délicate. Ils étaient otages dans l'avion. Vous avez été ministre de l'énergie, vous avez siégé dans l'OPEP, mais j'imagine que vous avez aussi accompagné Bled à l'époque où il allait dans l'OPEP. Quel souvenir vous en gardez? J'ai été pris en otage, comme tout le monde. Vous étiez dans l'avion? Oui, bien entendu. Ah, je suis désolé, je suis un mauvais journaliste, Nordin Aitlaoussine. Voilà. Enfin, je ne vais pas faire de mauvais commentaires comme vous étiez aussi à Annaba au moment de l'assassinat. Je pensais que l'assassinat de Mohamed Boudiaf, je pensais que vous ne pouviez pas échapper à autant de malheurs. Vous étiez dans l'avion? Non, j'étais pas dans l'avion. Écoutez. Vous étiez dans la salle. Vous étiez dans la salle. J'étais dans la salle. J'ai assisté à toute la période du moment où Carlos est rentré dans la salle de conférence où on s'est tous couchés parce que il a commencé à tirer comme ça en l'air, pour bien prendre le contrôle de la situation, jusqu'au moment, à travers le moment où Carlos nous a fait le reproche, une fois qu'il a vu qu'il y avait quand même, lorsqu'il a demandé à chacun son passeport, qu'il y avait une grosse délégation d'Algériens. Beled avait l'habitude de donner toujours l'occasion aux jeunes de venir participer à ces réunions, toujours dans l'esprit de ça, de l'esprit de la formation, de l'expérience à acquérir. Et nous étions, je crois, 12 ou 13 Algériens dans cette salle. Je ne compte pas, bien entendu, les fonctionnaires de l'OPEC, mais uniquement les délégués. Alors que dans les autres délégations, il y avait généralement 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 collaborateurs qui soutenaient le ministre. Et je me souviens, la première discussion que j'ai eue avec Carlos, c'était: vous, les Algériens, vous devez être les derniers à nous reprocher d'être des terroristes. Vous avez été terroristes bien avant tout le monde. Incroyable. Incroyable. Bon, heureusement que par la suite, il a eu des échanges beaucoup plus amiables. Mais
il n'a pas hésité, il s'est dirigé directement vers Belride en lui disant « Je te charge de négocier les règlements de cette affaire avec le gouvernement autrichien. » On a vu le film, c'est la tête de Zaki Yamani était engagée. Alors j'en profite pour dire un mot sur la relation de Belride avec les Saoudiens et avec Zaki Yamani. Oui, si vous voulez. Mais en tous les cas, Carlos, lui, il ne s'est pas dirigé vers Zaki Yamani pour cela. Hein. Bien au contraire. Je ne reviens pas sur les fondements de l'action de Carlos. Mais il était clair que Carlos avait décidé d'emblée que la personne qui pouvait régler le dénouement de cette affaire était Belride Abdeslam. Et l'avion a fini à Alger. Hein. L'affaire s'est dénouée à Alger, évidemment. Faut brûler les étapes. Laissez-moi terminer. Les étapes. Effectivement, d'abord, aucune hésitation. Et il rendait compte à Carlos, chaque fois qu'il avait eu un entretien avec les autorités autrichiennes. Pendant cette période, d'ailleurs, des personnes ont été abattues. 3 personnes sont mortes dans cet événement. Et Belride revenait régulièrement le voir en lui donnant le résultat de ces discussions. Et il n'y avait absolument aucun doute sur la confiance que Carlos avait dans les capacités de Belride à trouver un règlement de cette affaire. Oui, effectivement, je passe très rapidement. À un moment donné, Carlos nous donne ses instructions, savoir qu'il avait finalement réussi à avoir un avion pour aller faire le grand périple, à partir de Vienne, pour aller ensuite, donc comme vous le savez, à Alger, puis éventuellement en Libye et en Irak. Bref, lorsque les préparatifs étaient prêts pour le lendemain matin, Carlos nous a informé que, en ce qui concerne la délégation algérienne, il ne s'en tenait uniquement au chef de la délégation, c'est-à-dire Abdeslam, et un des collaborateurs qu'il voudra bien choisir lui-même. Et alors que pour les autres délégations, il avait insisté pour que ce soit le ministre et son adjoint le plus proche. Belride a donc désigné, non pas Rosalie, qui était son collaborateur le plus proche et qui était également avec nous, mais finalement il a désigné Nourdin Jakta, qui était son secrétaire particulier, pour la simple raison que Nourdin était célibataire, il n'avait pas d'enfant. Ouais. Donc pour Belride, c'était très important de sauvegarder la vie des gens. Et le deuxième qu'il avait décidé de retenir, ça devrait vous faire plaisir, vous les journalistes, c'était Belride Ahmed. Et il lui a dit, écoute, journaliste, l'équipe pour rentrer pour partir avec les otages, parce que comme ça tu auras une histoire à raconter, de vivre l'événement en direct. C'est vrai, et c'était le cas. Oui, c'était le cas. La relation, juste un mot, est-ce qu'elle était aussi tendue avec on va dire ceux qui avaient les plus grandes réserves pétrolières et qui un peu plus tard vont nous faire un peu de mal en inondant le marché, notamment à partir de 83-84. Est-ce que déjà on sentait cette tension dans les années 70? Non, on ne sentait pas cette tension. Le temps de la discussion des prix, des volumes, etc. était dépassé par cet événement. Oui. Je ne parle pas juste de l'événement, je parle de la relation en général, en dehors de cet épisode, au sein de l'OPEP. On sait qu'il y avait le roi Faisal quand même, qui était un roi peut-être moins inféodé aux intérêts occidentaux à l'époque en Arabie Saoudite. Non, c'est clair que à l'époque de l'OPEC, lorsque Belride dirigeait notre délégation, l'Algérie avait un poids particulier. Et bon, il y a beaucoup d'anecdotes qui peuvent témoigner de cela. Mais
Une chose est certaine, c'est que Bel'Aid était très respecté au plus haut niveau des organismes ou des gouvernements qui s'occupaient directement des hydrocarbures. Bel'Aid faisait partie de la délégation qui a été désignée par l'OPEP elle-même et les gouvernements pour aller faire la tournée, traverser ou rencontrer les principaux responsables occidentaux pour leur expliquer l'embargo, la mission de l'OPEP, l'embargo, etc. Et pour tout simplement dire, nous nous révoltons parce que vous ne n'avez pas accordé l'attention qu'il faut, non seulement à la présence des hydrocarbures dans nos pays, mais également au fait que vous n'avez pratiquement rien fait en matière de diversification de l'économie nationale. Bel'Aid tenait beaucoup sur, comme on le verra peut-être plus loin dans nos discussions, si nous aurons le temps, sur cette question de diversification. J'allais poser à l'instant la question à Reda Amrani qui m'a dit hier, quand on préparait cette émission, Bel'Aid Abdeslam est le précurseur de la diversification de l'économie algérienne. Et Reda, comment on peut affirmer cela? Moi, je vois un peu comment, mais pour nos amis auditeurs, je vais quand même faire un petit résumé, parce qu'on a évoqué beaucoup de gestes, de moments de manière tacite pour les jeunes générations. Il faut savoir que l'OPEC, l'organisation du pétrole, a organisé un embargo durant la guerre du Kippour, enfin la guerre d'octobre 1973, elle a cessé de vendre du pétrole aux pays qui soutenaient Israël. Je veux le rappeler parce que c'est quelque chose aujourd'hui totalement impensable. J'ouvre une parenthèse. La façon dont nous parlons positivement, dont le président algérien aujourd'hui parle positivement de la politique américaine et du rapprochement avec les États-Unis de Donald Trump, ça empêche les gens de réfléchir et de penser, les jeunes générations, de penser qu'on a pu cesser de vendre du pétrole à un moment donné, au moment d'un conflit israélo-arabe. Et puis, on a évoqué aussi l'opération de Carlos, de l'enlèvement de tous les ministres, donc les ministres de l'OPEC qui étaient pris en otage en 1973 à Vienne. Ce sont deux événements qu'on a commentés à l'instant. Je voulais les rappeler pour que ceux qui ne connaissaient pas très bien ces péripéties puissent continuer à nous suivre. Reda Amrani, ministre Bel'Aid Abdeslam, précurseur de la diversification. Bel'Aid Abdeslam disait carrément, il écrivait, le disait, mais surtout, c'était conclu, réalisé sur le terrain. Bon, auparavant, je reviens à ce que vous venez de dire de l'OPEP. 11 ans après l'indépendance de l'Algérie, on est en fin 73, il se présente, lui, Zaki Yamani, à la télévision française à 20h. Zaki Yamani, le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, donc tous les deux présentés. Et il dit ouvertement, sans aucun complexe, nous sommes prêts à aider la France. Imaginez un ministre algérien, 11 ans après l'indépendance, pouvoir dire ça, et effectivement, il était en mesure d'aider la France dans le domaine pétrolier, dans le domaine... Donc c'était quelque chose pour nous, Algériens, quelque chose d'extraordinaire. La nouvelle génération ne peut pas le comprendre aujourd'hui, mais c'était ça l'Algérie des années 70. Quand je vois des commentaires qui nous disent « vous travaillez énormément », mais on travaillait terriblement. Et là, comme il disait Bel'Aid, on semait les hydrocarbures pour faire du développement. Vous savez ce qu'il nous disait, les instructions. Et aujourd'hui, on les compte. Allez installer les usines là où l'infrastructure coloniale n'a pas été. Et faites du développement, ne faites pas seulement de l'industrie. S'il n'y a pas de route, construisez la route. S'il n'y a pas d'électricité, amenez l'électricité. S'il n'y a pas de centre de formation, construisez. Il fallait suppléer les wilayas. Aujourd'hui, les wilayas à l'époque, il y avait l'ingénieur qui avait à la wilaya, c'était soit l'ingénieur agricole agronome, soit l'ingénieur des ponts et chaussées, mais le reste, il n'y avait aucun cadre. Et donc ces ingénieurs ou ces chefs de projet de l'industrie faisaient du développement, se substituer à l'État pour réaliser. Et donc on allait sur les hauts plateaux. Vous pensez qu'on peut installer des usines à Tiaret, à Ferenda, à Biskra, à Khanchla, à Tebessa, à Sebdou, à l'intérieur du pays, à Saïda. Et donc, on faisait des usines là où l'infrastructure coloniale n'a pas été. Et on faisait du développement. Et donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était ça. Et il fallait... L'argent du pétrole devait préparer l'avenir économique du pays. Et l'agriculture n'était pas oubliée parce que
tous nos produits industriels, toutes nos usines, c'était pour l'agriculture, c'était pour le développement agricole. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà les critiques qui disaient que ces industries-là, qui partaient de l'amont vers l'aval, parce que c'était en gros le schéma de l'industrie industrialisante, ignoraient le paramètre du marché final et donc de la compétitivité, parce que tout ça se passait sous un marché protégé, il faut le rappeler. Hein. Non, il faut pas protéger des importations. Non, il ne faut pas se raconter des histoires. Non, la question c'est, est-ce qu'à l'époque déjà il y avait ces critiques? Est-ce qu'il y avait des critiques, soit à l'intérieur du ministère, soit dans... Il y avait quelques mesquineries qui étaient des rémanences des luttes au sein de l'UGMA entre les gens du PPA et les gens de l'UDMA. Et les gens des ulama. On se rappelle, les gens disaient qu'il fallait commencer par l'agriculture, par la petite industrie. Je vous le dis, il y avait au niveau du gouvernement, il y avait des anciens des ulama, des anciens de l'UDMA, et lui, c'est l'ancien du PPA. Vous faites allusion à Taleb Ibrahimi. À Taleb Ibrahimi, à Yaker. Vous voyez, donc, qui faisait des petits coups, mais le problème n'était pas là. Le problème, c'est qu'il y avait un développement qui était très bien étudié, intégré. C'était une économie qui allait s'épanouir pour servir le développement. Vous savez, je vous donne un autre exemple. Ça paraît rien. On a calculé dans les groupes de planification les besoins pour construire toutes les usines prévus dans le premier plan quadriennal et le deuxième plan quadriennal. Les besoins en terrassement, en génie civil, en matériaux de construction, en tuyautage, câblage, les entreprises générales. Eh bien, on a trouvé que malgré l'inventaire de toutes les entreprises disponibles en Algérie, on avait moins de 20% de capacité de réalisation. Donc, on ne pouvait pas réaliser les projets planifiés. Eh bien, malgré que le Code des investissements à l'époque ne prévoyait pas la société mixte, on a fait des sociétés mixtes de construction. Au niveau d'Altra pour son Atrac, au niveau d'SNS, on a constitué Génie Sider, Coniseco Sider, Travaux Sider, Réal Sider. Société mixte avec des capitaux étrangers, privés. 49-51%. On a fait ça et vous savez comment on a trouvé le moyen de les payer parce qu'on ne pouvait pas transférer. Eh bien, on a trouvé cette fameuse avis 71 de la loi des finances 71 qui permettait de rémunérer l'assistance technique étrangère. À travers l'assistance technique, on mettait en place au niveau des sociétés mixtes des conventions de rémunération de l'assistance technique qui étaient mises en place à la disposition de la société mixte. Et sur la base des calculs de performance, la rémunération se faisait, on augmentait. Et donc, à travers le transfert des salaires, on transférait les dividendes des partenaires. Et c'est comme ça qu'on a constitué. Son élec et son acom. La boum. La boum, c'est des belles abaisses. Nordin est là aussi, la diversification pour rester dans votre secteur, le secteur de l'énergie, ça aurait été de construire une pétrochimie, une activité pétrogazière importante. On a commencé à le faire et ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de parler de la diversification, qui était un élément très très important, bien entendu, de réalisation de M. Abdeslam. Je voudrais en terminer avec l'affaire Carlos, parce qu'il y a un ou deux éléments que peut-être les jeunes ne connaissent pas. Une fois qu'on est arrivé à Alger, à la suite de la libération de l'ensemble du personnel algérien ou des otages algériens, Carlos avait donné instruction de reprendre l'avion pour poursuivre son périple. Alors qu'il avait libéré l'ensemble des Algériens et quelques autres personnes, notamment les gens malades. Et juste au moment du départ de l'avion sur Tripoli, Abdeslam revient dans l'avion. Et Carlos lui dit, mais tu es libre, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et la réponse du Belaïd a été, tu m'as confié une mission à Vienne, je la mènerai jusqu'au bout. C'est un épisode qui n'est pas très connu. Et donc Belaïd est parti avec eux. Ils ont atterri à Tripoli. Belaïd était chargé d'aller voir Kadhafi, qui a mis du temps à accepter quoi que ce soit, certaines des revendications de Carlos. Et c'est d'autant plus que le seul cadre de l'OPEC qui a été tué pendant cet événement, c'était un Libyen, qui a été la personne que Carlos a abattu quand il est rentré dans la salle de réunion.
Oui, ça c'est... Et compte tenu du fait, je m'excuse de m'attarder un petit peu là-dessus, parce que ça dénote un des aspects de courage de Belhaïd dans des missions difficiles. Et pendant qu'il négociait avec Kadhafi, l'avion est reparti, sans Belhaïd, sur Bagdad. Ils ont fait le tour, ils ont essayé d'atterrir, ils n'ont pas pu, ils sont revenus sur Alger. Donc lorsque l'affaire s'est dénouée à Alger, pour les raisons que vous connaissez, Belhaïd était encore à Tripoli. Et il a fallu lui envoyer un avion pour le ramener. Pour le ramener, oui. Ce qui est clair, c'est que Belhaïd avait été libéré, mais chargé d'une mission, il voulait mener la mission jusqu'au bout. Une autre anecdote, si vous Bien sûr. permettez, qui Bien sûr. est importante. Lorsque l'OPEP a désigné 2 ministres pour aller expliquer au monde entier l'action de l'OPEP, c'est Zaki Yamani et Belhaïd Abdeslam. Et je crois que vers la fin du périple, une première réunion avait eu lieu à Tokyo, puis ensuite à Londres. La dernière réunion s'est tenue à Washington. Et je me trouvais avec Belhaïd à l'occasion d'un déjeuner que Kissinger avait... Secrétaire d'État américain. L'ancien secrétaire d'État américain. Et au moment où on s'est assis pour le déjeuner, pour mettre un petit peu d'ambiance, Kissinger disait à Belhaïd: « Ah, M. Abdeslam, j'ai entendu parler de vous, mais c'est bien, très content de vous avoir ici. L'Algérie, elle produit quoi? 5 ou 6 millions de barils le jour. » Ouh là là. Oui, bien sûr. Avec le poids qu'il avait, on aurait pu penser cela, effectivement. Il était au niveau du Venezuela. Oh là là, dommage. On va récupérer là. Effectivement, le poids. Il disait 700 000 tonnes. Mais on était à 700 000 tonnes. On avait le poids de 10 fois plus important. 10 fois plus. Et Kissinger était effaré. D'ailleurs, ils ont fait après ça. Est-ce que c'était pas une boutade? Peut-être même que c'était une boutade. Non, c'était pas boutade. Il le pensait réellement. Non, par la suite, il y a eu la fameuse conférence des Açores entre Kissinger et Giscard où ils nous ont réglé notre compte. Hein. Oui. Cette fameuse conférence où ils ont décidé, ils ont réglé le compte de l'Algérie, de l'Irak et de l'Iran surtout. L'embargo n'est pas passé, effectivement. Ah non, ils ont créé l'AIE. On est en train de récupérer. Ça a été terrible après ça. Kissinger nous Alors, a un mot quand même sur le reproche qui a pu être fait à ce modèle d'industrialisation, dire il était trop consommateur de crédits internationaux. Enfin, parce qu'après, on a eu la bosse de la dette au milieu des années 80 quand les prix du pétrole ont baissé. Et il y a cette critique qui a été faite, dire tous les projets qui ont été construits avaient une balance de devise qui était négative. On va vous revenir, on va répondre à cette question dès qu'on aura fini avec Nordina Itlaussine. Le téléphone s'est coupé, hein. On reprend. Donc je peux continuer? Oui, bien sûr. Voilà, donc Kissinger disait à Belhaïd, vous produisez quoi, 5 ou 6 millions de barils le jour. Il ne faut pas oublier à l'époque, Belhaïd m'a dit, écoute, raconte-lui, explique-lui. C'est moi qui ai pris la parole pour dire non, mais arrête, non, on produit tout juste 1 million de barils le jour à l'époque, y compris les condensats et les GP. En gonflant avec les condensats, effectivement. Et Kissinger dit à Belhaïd, je ne sais pas si je dois être malheureux pour vous ou content pour vous, pour nous les Américains. Que vous ne produisiez pas plus que ça. Parce que si vous, avec 1 million de barils jour, vous êtes tous grabuges, quelle aurait été la situation si l'Algérie avait effectivement une production aussi importante? C'est croustillant, ça. C'est croustillant. C'est croustillant et nous, ça nous aura un peu amer pour la suite, oui, particulièrement peut-être pour aujourd'hui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je voulais votre avis, Ait Laussine, sur notamment la diversification dans le secteur de l'énergie avec la pétrochimie. D'accord. Bon, écoutez, je crois qu'il suffit de lire les nombreux livres que Belhaïd Abdeslam a écrits, et dans l'introduction de son ouvrage, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, sur le pétrole et le gaz naturel en Algérie, que vous avez cité tout à l'heure, Abdeslam nous a rappelé
que dès le début de notre indépendance, nous avons rapidement pris conscience du fait que l'exploitation de nos hydrocarbures, qu'il qualifiait d'ailleurs dans son livre de don de Dieu et héritage de la colonisation, constituait donc, je le cite, un levier fondamental dans la conduite de l'économie du pays et la mise en œuvre du processus de développement dans tous les domaines. Fin de citation. Dans les premières années de notre indépendance, il nous est en effet apparu que le compromis des accords d'Évian avec la puissance concédante n'était qu'une étape dans notre lutte de libération nationale et que le rôle de levier puissant attendu de l'exploitation de nos richesses nécessitait la mise en œuvre d'une stratégie dont l'objectif fondamental était le développement économique et social du pays par le biais d'un usage ou d'une sage utilisation des moyens et ressources procurés par les hydrocarbures. En l'espace d'une dizaine d'années, et uniquement d'une dizaine d'années, nous avons retrouvé notre totale liberté d'action. Ce n'était pas, comme je le disais tout à l'heure, une décision qui était prise comme ça à la va-vite. Elle résultait d'une planification. Nous sommes d'abord libérés, et Belrhid a joué vraiment le rôle d'un grand stratège qui voyait très loin. Nous sommes d'abord libérés des contraintes imposées par les clauses pétrolières de des accords d'Évian. Parce que vous le savez, avec les accords d'Évian, rien ne pouvait se faire sans l'accord des Français. Absolument. Ça, c'est d'ailleurs une disposition qui nous a permis de lancer le premier projet de la Sonatrach, à savoir l'oléoduc entre Haoud el-Hamra et Arzew. Nous étions dans une situation où on ne pouvait rien changer les accords d'Évian. Et la stratégie utilisée par Belrhid était si c'est le cas, nous allons donc nous en tenir à ces dispositions. Bien entendu, nous avions demandé au gouvernement français de construire ce pipeline qu'ils voulaient réaliser à leurs conditions, ce que Belrhid n'avait pas accepté. Mais il avait au fond de lui-même une stratégie qui a finalement amené le gouvernement français à accepter la seule initiative que nous avons pu prendre dans le cadre des hydrocarbures tout seul. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme la production pétrolière augmentait dans le sud, il était devenu indispensable de construire un pipeline. Et Belrhid a dit, nous ne ferons pas ce pipeline. Pourquoi? Parce que nous voulons le construire tout seul et nous voulons en maintenant revoir certaines dispositions des accords d'Évian parce qu'on ne pouvait plus continuer dans une situation où chaque fois qu'on avait besoin de prendre une initiative, il fallait avoir l'accord du gouvernement. Et finalement, c'est Belrhid et le gouvernement de l'époque qui a insisté pour que le pipeline soit réalisé à 100% par la Sonatrach. Oui, alors comme on a beaucoup avancé, on a dépassé le temps imparti, mais on va rester encore quelques minutes sur cette évocation et cet hommage. C'est bien clair qu'il s'agit d'un hommage à Belrhid Abdeslam et à sa figure. Pourquoi l'héritage, à la fois dans l'industrie, Reda et Nordine, l'héritage dans l'industrie et dans la politique énergétique a été aussi vite démantelé à l'arrivée de Chadli? Enfin, moi, je retiens, j'ai commencé à fréquenter Belrhid Abdeslam au moment où il a sorti Le gaz algérien, qui était un livre polémique vis-à-vis de ce qui s'était fait. Donc, c'était à la fin des années 80. Belkacem Nabi, son successeur à la tête du ministère, feu Belkacem Nabi, avait choisi une autre orientation soutenue par la direction politique de l'époque. Au niveau de l'industrie aussi, on peut dire que le gouvernement de Abdelhamid Brahimi a pris une autre direction. Pourquoi ça a été aussi vite démantelé alors que peut-être qu'on n'avait pas été au bout des possibilités de cette politique-là?
On était à peine au décollage. Hein. Vous m'avez posé tout à l'heure la question sur le bilan de devise. Tous les projets étaient très bien étudiés, contrairement. Il y avait des études d'avant-projet, des études de faisabilité, même le mode de réalisation. En fonction de chaque projet, l'un devait être fait par des études bien précises, en clé en main, en produit en main, en engineering détaillé, en cost plus fee. Donc toutes les techniques de réalisation étaient étudiées en fonction de la nature du projet. Vous voyez, donc les projets répétitifs, c'était de l'engineering détaillé. On a constitué des entreprises d'engineering. Le bilan de devise était calculé pour chaque projet. Et le recours au financement extérieur était basé sur la nature du projet, la durée de retour de l'investissement. On calculait les durées de retour d'investissement, on calculait le taux de rentabilité interne par projet. Donc, croire que les projets étaient très bien étudiés. Et on était attendu au tournant au niveau de la BAD, le comité financier de la BAD, et au niveau du ministère de la Planification pour les décisions d'individualisation. Et on leur présentait des dossiers imparables. Parce qu'on avait une opposition au développement industriel. Le développement industriel, il n'y avait pas que des oppositions internes, il y avait des oppositions internes et externes. Et les oppositions internes étaient très pénibles. On bataillait pour obtenir notre décision de financement, et la décision de financement... D'où on parlait à l'époque des industrialistes, c'est-à-dire d'un courant dans le gouvernement. Les industrialistes, nous, on était les industrialistes et on prévoyait cela. Et à chaque fois, on prévoyait, on montrait la substitution à l'importation, le potentiel d'exportation de ces projets et comme quoi ils étaient équilibrés financièrement. Et il y avait les programmes de formation, les programmes de développement des régions où ils s'installaient, parce que, comme je vous l'ai dit, on nous disait de faire du développement, ne pas... Bled Abslem le disait, attention, le projet doit faire du développement, on ne vous demande pas seulement de construire une usine et des produits industriels. Là, vous implantez, vous ramenez le développement. C'était ça l'industrie, c'était ça. Et les entreprises n'étaient pas payées en retour pour les missions qu'elles faisaient pour la période de puissance publique. Il y avait, lorsque Ben Yahya était ministre de Finances, il avait fait cette fameuse circulaire 975 qui permettait à chaque projet d'évaluer les missions de puissance publique qu'il avait financées par le projet pour être restituées par le Trésor. Le gouvernement de Boumedienne avait accepté tout ça et tout, donc on devait être remboursé. Jamais ça n'a été remboursé. Les sociétés nationales étaient créées sans capital, sans fonds propres, et elles devaient recourir à l'endettement pour l'investissement et pour l'exploitation, pour avoir des fonds de roulement. Et donc, c'était les banques qui tiraient profit de tout le développement industriel, parce que ces banques étaient financées, avaient des ressources allouées par la Banque centrale, et elles mettaient à la disposition des entreprises, des sociétés nationales des crédits, sur lesquels elles touchaient de gros intérêts de façon scripturale. Il n'y avait aucune aide physique ou économique. Donc, vous voyez, ce développement se faisait de façon autocentrée, mais avec un endettement total interne et externe. Alors, Nordin Ait Laoussine, est-ce que vous étiez ministre en juin 92 quand Bled est arrivé aux affaires, il vous a proposé de garder votre portefeuille au ministère de l'énergie, c'est ce que vous m'avez expliqué hier. Vous étiez affecté, vous étiez blessé dans l'attentat qui a coûté la vie au président Boudiaf, et vous avez choisi de passer la main, et vous m'avez dit que Bled n'avait pas beaucoup insisté là, il avait compris. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que Bled Abslem n'a pas fait une erreur de revenir aux affaires à ce moment-là? C'était un moment extrêmement pénible de l'histoire du pays. Et je dis cela avec le recul parce qu'une partie de mes confrères journalistes gardent surtout de lui cette période où il a été pendant une année chef du gouvernement, où il a eu des démêlés avec la presse. Je sais que les commentaires sur YouTube vont me reprocher de ne pas avoir évoqué ce volet peut-être autoritaire de la politique de Bled Abslem, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'homme de développement et on parle de ce volet-là qui est le plus important de toute façon de cet homme. Est-ce que vous ne considérez pas, Nordin Ait Laoussine, que c'était vous qui avez passé une année aux affaires avec M. Rosali, que c'était délicat, que c'était un moment très difficile et que c'était peut-être une erreur d'accepter ce portefeuille? Je crois que les choses ont tourné à partir du décès de Boudiaf. Vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi les choses ont changé avec l'arrivée de Chadli. C'est parce qu'avec
Chadli, on n'a pas eu le genre de politique qui était suivi sous Boumediene. Et 10 ans après, voilà que Boudiaf, disons plus quand même, bien plus après, en 91, quand... Une douzaine d'années, 13 ans après le... Oui. J'avais, comme tous les Algériens d'ailleurs, un grand espoir de renouveau dans le pays. Chacun a retrouvé en Boudiaf un petit peu les éléments de la stratégie du président Boumediene. J'ai été très affecté par la mort de Boudiaf, non pas parce que j'ai été blessé, mais surtout parce que je voyais la disparition d'un homme qui constituait ou apportait un très grand espoir au peuple algérien. Et j'étais moralement affaibli, pas parce que j'étais là, mais parce qu'il y avait, qu'il y a eu la disparition de cet homme dans lequel on avait formulé de grands espoirs. Belaïd m'a effectivement demandé de rester dans le gouvernement. Il a choisi de revenir aux affaires, d'être Premier ministre. Il a dû prendre tous les éléments en considération. Je ne peux pas juger, moi, des raisons pour lesquelles il a accepté. Il est parti, à mon avis, il est arrivé dans un moment très difficile et il n'avait peut-être pas, en 92, les capacités qu'il avait 12 ans ou 20 ans auparavant. En tous les cas, il n'a pas fait pression sur moi pour que je reste dans le gouvernement. Il a compris tout de suite que je n'étais plus moralement disponible. Et effectivement, lorsque je lui ai dit que je souhaitais me retirer, parce que moi j'étais venu uniquement dans le cadre d'un gouvernement transitoire qui était uniquement chargé d'organiser les élections. Et donc, il n'a pas insisté. Il m'a tout simplement demandé de rester à l'écoute, de l'aider, ce que j'ai accepté, puisque, bien entendu, certains ne le savent pas, mais j'ai refusé d'être ministre dans le gouvernement de Belaïd, mais j'ai accepté d'être son conseiller, et il m'a nommé conseiller auprès de lui, pas pour les affaires des hydrocarbures, encore qu'on ne pouvait pas éviter de parler des hydrocarbures, mais dans un domaine auquel Belaïd portait beaucoup d'intérêt, c'était l'eau et l'agriculture. Nous avons beaucoup travaillé pendant la courte période où il était là, sur ces aspects-là. Donc... ça c'est votre côté géologue, hein? C'est ça? Je ne sais pas si c'est le côté géologue. Ça me fait penser que M. Abdelmajid Attar, le nouveau ministre de l'Énergie, a aussi cette compétence de géologue qu'il a fait passer par le portefeuille de l'hydraulique sous le gouvernement d'Ali Belflis. C'est des vases communicants. Le ministre de l'Industrie et de l'Énergie a lancé les études hydrotechniques sur les 100 barrages, les systèmes de traitement de recyclage des eaux usées, sur les grands transferts hydrauliques, avec la plus grande entreprise d'études d'hydraulique, hydrotechnique aux États-Unis. Et le programme des 100 barrages, c'est lui. C'était Abdelwahab Karaman qui gérait cette étude. Nous, on travaillait autour en tant que comité. Alors, on est resté peut-être sur le sentiment d'un échec et faire éviter à l'Algérie la cessation de paiement et le rééchelonnement de la dette extérieure. C'était la dernière tentative de Belaïd Abdeslam. Il a tenté d'éviter cet épisode. Je me rappelle, il m'a raconté par le menu, c'est plus de 5 heures d'entretien avec Michel Condessus, directeur du Fonds monétaire international à Alger, qui expliquait pourquoi il fallait que l'Algérie signe et fasse un plan d'ajustement. Et Belaïd avait accepté la plupart des clauses de ce plan, sauf peut-être celui qui finalement était celui qui intéressait le plus les créanciers de l'Algérie, ouvrir le commerce extérieur. Et il m'avait expliqué que Michel Condessus a eu cette honnêteté de lui dire que l'Algérie était solvable dans le long terme, qu'il n'y avait aucun problème parce qu'il y avait encore du potentiel. Il y avait Hassi Berkin qui n'était pas encore développé, mais que en fait l'enjeu c'était de profiter de cette situation-là pour que l'Algérie ouvre son commerce extérieur. Et Belaïd Abdeslam disait je ne vois pas pourquoi je le ferais dans ces conditions-là. Et il avait refusé cette voie-là. Vous le confirmez, Nordin Tlaousine? Oui, bien sûr. Il faut dire que ça n'a pas été une décision facile. Il y avait dans le pays, y compris dans le gouvernement, des gens qui étaient opposés
On ne va pas s'en cacher. Son plus grand rival sur ce dossier-là, c'était le général Nzar, qui à un moment donné était d'accord, mais qui a changé d'avis et qui a d'ailleurs envoyé le général Touati prendre conseil auprès du gouverneur de la Banque de France, qui deviendra le gouverneur de la Banque européenne centrale, et donc pour savoir si réellement on pouvait soutenir une autre solution que le rééchelonnement. Et le général Nzar a changé de religion sur la question et il y a eu un conflit avec Bled Abslam. Pas seulement, c'est les gens que vous avez cités, dans son propre gouvernement, les technocrates ministres qui opposés. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre configuration, effectivement, c'est une autre histoire. Reda, cet épisode, tu n'étais plus dans le même... Mais non, mais cet épisode, moi j'étais à l'industrie et puis à la restructuration industrielle. Et nous, quand on a consulté, on a dit attention à la dévaluation. Et on avait dit aussi, moi je l'ai dit dans une petite note, il n'y a pas d'exemple de plan d'ajustement structurel dans un pays en voie de développement, y compris chez nos voisins immédiats, le Maroc et la Tunisie, qui ait permis un décollage ou un redécollage économique. Ils s'avèrent tous, ils se terminent tous par augmentation du chômage et surtout fuite des compétences. Et on avait attiré cette attention, et on peut aller à l'ajustement, mais évitant la dévaluation, d'autant plus que nous n'avions pas d'autres produits à promouvoir par l'exportation. Donc on avait les hydrocarbures dont on ne maîtrisait pas le commerce extérieur, et toutes nos exportations étaient en dollars. Donc d'évaluer ou non le dinar n'amenait aucune valeur ajoutée à l'économie, mais le danger, c'était de détruire les entreprises qui étaient bonnes, à qui on avait demandé de relancer l'investissement et qui étaient allés à l'endettement extérieur, mais aussi et surtout nos compétences, nos professeurs d'université, nos grands ingénieurs, nos grands chefs de service des hôpitaux, du jour au lendemain s'en retrouver avec des salaires 10 fois moindres et à 2 heures d'avion d'un poste. On a perdu, la Banque mondiale a parlé de 75 000 bac plus 7 perdus entre 92 et 2005 qui sont partis à l'étranger. D'autres évaluations parlent de 300 000. Tout ça n'était pas juste le fait de la dévaluation. Il y a eu une guerre civile pendant cette période. Les gens qui disent la guerre civile, mais mes amis qui sont partis me disent comment. Moi, je suis à 2 heures d'avion d'un salaire 10 à 20 fois plus élevé et on me demande de serrer la ceinture. De quel droit? Nordin Laïtlaoussine, d'entre nous trois, vous êtes le dernier à avoir vu Bled Abslam. Il avait subi un AVC il y a quelques années et il avait du mal à communiquer, mais il était resté vif. Moi, je l'ai vu il y a 18 mois avec un très grand plaisir. C'est son éditeur qu'on va inviter pour parler de lui prochainement, qui m'avait organisé cette visite. Vous en gardez quel souvenir? Le dernier souvenir que vous en gardez? On va terminer cette émission sur cela. Un souvenir très pénible. Parce que je parlais à quelqu'un qui m'entendait, mais qui ne pouvait pas me parler. Oui. Voilà. J'avais pris mes précautions avant d'aller le voir, m'appeler son épouse. Et elle me disait, non, Nordin, il faut venir. Parce qu'il a toujours un grand plaisir à revoir ses anciens collaborateurs. Absolument. Et une des choses que j'ai réussi à faire quelques mois ou quelques années avant sa disparition, c'est que je me faisais un malin plaisir d'amener avec moi les anciens qui voulaient bien le voir, mais qui n'osaient pas. Parce qu'ils avaient toujours gardé cette image de sévérité de ces engueulades. Et très souvent, j'ai été très réconforté par le résultat de l'opération. J'ai amené plusieurs cadres parmi les anciens qui étaient très proches de lui. Et ça se passait toujours très bien. Et ça se passait toujours très bien. Et je voyais les larmes de Belride. Et oui. Ça m'a fait énormément de mal. Voilà. Oui. Allah yarhamou. Merci beaucoup, merci Nordin Laïtlaoussine d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Reda Amrani pour ce témoignage. Rien à dire. C'est un grand homme. L'Algérie a perdu un grand homme, mais on n'a pas
pas su tirer beaucoup d'avantages de ses compétences, de ses capacités de travail et de sa vision stratégique. J'espère, amis auditeurs, que pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas très bien l'histoire de Belal Abdeslam, que vous comprenez un peu mieux le choix de Radio M d'avoir dédié un invité du direct totalement à cette personnalité qui a marqué l'économie, l'histoire économique de ce pays et l'histoire politique de ce pays. Nous aurons l'occasion de revenir sur cela. Dans cette émission, j'ai la vision, l'idée, peut-être que grâce à vos témoignages à vous deux, Nordine et Reda, peut-être qu'à la rentrée, on va lancer une émission dédiée à l'histoire. En fait, parce que je crois que de ce point de vue-là, on a un manque et peut-être qu'il y a la place pour un format qui sera dédié à l'histoire sous tous ses angles. Hein. L'histoire, ça peut être de l'histoire économique, ça peut être de l'histoire politique ou tout autre pan de notre histoire. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On a très largement dépassé le temps imparti, mais l'ambition démesurée et extraordinairement forte pour l'Algérie que portait démesuré, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit le cas, que portait Belal Abdeslam pour l'Algérie, a retenti durant cette émission et elle a dépassé le cadre temporel qui lui était consacré. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.